Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par la session budgétaire 2015. Les travaux se poursuivent à l'hémicycle. La séance des questions et réponses sans vote vient de prendre fin à la suite des exposés des ministres de la Sécurité, de l'Environnement et des Transports. Chacun de ces chefs de département évoque des plans d'action prioritaires pour l'année prochaine. La synthèse avec François Lama. De la lutte contre l'insécurité à Conakry et à l'intérieur du pays. Le ministre qui a plaidé pour l'augmentation de son budget sectoriel entend également mettre l'accent sur la formation et l'équipement des unités de son secteur. J'ai fait savoir aux députés que nous avons 10 000 personnes sur 13 000 à former pour que le peuple reçoive la qualité de service, de protection nécessaire qu'il faut. J'ai demandé de se pencher sur la dotation nécessaire, des infrastructures de formation adéquates pour cadrer la criminalité, pour la prévenir, la combattre et l'éradiquer enfin dans notre société. Devant la problématique de la dégradation du couvert végétal et de la pollution de l'environnement, surtout dans nos villes, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a aussi appelé à l'implication de tous, mais aussi à l'accroissement de son budget pour relever le défi. Il y a beaucoup de problèmes environnementaux auxquels nous devons faire face. D'abord, la sécurisation des forêts classées et la création d'autres forêts classés et communautaires. Nous devons procéder au reboisement. Par endroit, procéder à la mise en défense. Comme priorité encore, le problème d'assainissement. Il faut qu'il y ait une décharge contrôlée pour la ville de Conakry et même les autres villes à l'intérieur du pays. Dans le secteur de transport, l'essentiel du plan d'action que le ministre a défendu porte sur la finalisation des travaux du port conteneur Issa Conakry. Les actions prioritaires s'inscrivent au niveau maritime par rapport à la finalisation du projet du terminal à conteneurs, c'est-à-dire le reste de l'aire de stationnement au niveau du terminal à conteneurs, après la bande Boraké. Ensuite, la réalisation du projet de guichet unique au niveau du port. Parce qu'une chose, c'est mettre en place les infrastructures, une autre, c'est qualifier la gouvernance de l'entreprise Port autonome de Conakry. Tout le regard est maintenant tourné vers l'élaboration du rapport sur le volet dépenses qui fera l'objet d'une séance plénière avant l'adoption définitive du budget 2015. Remise de matériel à 24 groupements agricoles de l'intérieur du pays, un geste du président de la République, professeur Alpha Condé, pour permettre à ces jeunes ruraux de perfectionner leurs techniques agricoles. La remise s'est faite cet après-midi au terme d'une session de formation à l'intention des bénéficiaires. Reportage Alia Kamara. Un projet qui dormait dans les tiroirs depuis plusieurs années. Une centaine de groupements agricoles avaient adressé un plaidoyer à l'État réclamant des matériels agricoles plus perfectionnés. Ce geste du président de la République, professeur Alpha Condé, va avoir un impact considérable sur l'augmentation des rendements agricoles. Depuis 2001, notre coopérative existe, comme tant d'autres coopératives. Nous avons tous demandé de l'aide de l'État, mais c'est la première fois que nous avons été objectivement retenus et pour venir aujourd'hui vraiment bénéficier de ces tracteurs-là. Nous allons vous dire, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, si nous sommes accompagnés, nous mettons nos superficies agricoles en valeur. Le ministère de l'Agriculture, dans ses fonctions régaliennes et dans son souci permanent d'accompagner les agriculteurs que vous êtes, chers jeunes, est disposé à vous accompagner, disposé à vous appuyer, disposé à faire de vous des vrais agriculteurs. 99 groupements au total. Les premiers ont reçu des motoculteurs et les autres, c'est 24 tracteurs. Une façon de montrer la détermination de l'État dans le projet d'autosuffisance alimentaire. Ces groupements ont suivi 3 formations. La première formation consistait à apprendre à ces jeunes de ces villages de la Guinée d'apprendre à conduire ces tracteurs. La deuxième formation, comme ils sont en association, ils sont organisés, il fallait aussi apprendre à certains d'entre eux d'être des gestionnaires. Ça fait plus de 2 ans et demi que ce projet, ou 3 ans d'ailleurs, que ce projet trébuchait, se levait, trébuchait, se relevait. Mais on a tenu parce que les bénéficiaires étaient engagés.
On a tenu parce que les bénéficiaires sont de vrais agriculteurs, quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui voit l'immensité de la plaine, mais qui se dit j'arriverai à bout et qui ne désespère jamais, qui travaille tous les jours en espérant y arriver et il y arrive toujours. Ces bénéficiaires se sont déjà mis en route pour leurs localités respectives. Il y a encore beaucoup de travail sur le terrain. Une aide également pour les groupements féminins de la préfecture de Kindia. 5 au total, ils bénéficient de petits outillages pour le développement du maraîchage. Ces femmes évoluent le long du fleuve Colintin. Le projet les invite à protéger ce cours de reportage. Nabi Kamara. La coordination nationale du projet de gestion intégrée des ressources en eau a lancé à l'intérieur du pays son programme de renforcement des capacités des groupements féminins en vue d'encourager la mise en valeur et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources associées. Elle appelle ça autonomisation des usagers des ressources en eau vivant en milieu rural. Les premiers bénéficiaires sont les groupements féminins de Madanya, secteur Kilissi, district de Bendougou et Tabouna dans la préfecture de Kindia. On est venu pour les appuyer en termes d'outillage de culture, les sensibiliser pour la protection de cette ressource, parce que déjà cette ressource les a procurés en eau potable dans le cadre de Hydropur, et cette ressource aussi peut les soutenir dans le cadre de cultures maraîchères et même dans d'autres activités comme la pêche, l'élevage et voire même le transport. Désormais, nous sommes encouragés à travailler davantage pour le plus grand bien de notre groupement. Les sources-là, c'est de ne pas couper, et quand ils ne coupent pas, ce qui est coupé, il faut planter. De ne pas aider des olives d'entretenir le fleuve, parce que l'eau est la source de vie. Ces 4 groupements mettent en valeur des domaines de culture maraîchère situés le long des cours d'eau de Kilissi et Santa dans le bassin fluvial de la Colinté. Ces domaines couvrent près de 3 hectares. Ramassage d'ordures et curage de caniveaux, les acteurs du projet Filets sociaux sont à pied d'œuvre. Ce soir, nous allons évoquer l'étape de Ratoma. Le réseau Afrique Jeunesse Guinée est chargé dans cette commune de l'exécution du volet communication pour mobiliser les acteurs. Abdoulaye Diallo. Les populations de certains quartiers de la commune de Ratoma bénéficient du projet Filets sociaux productifs, un programme de la Banque mondiale qui vise à fournir un appui aux groupes vulnérables. Cette mobilisation a pour objectif de sensibiliser les citoyens en vue de leur implication dans les activités du projet. Les jeunes et les femmes vont apprendre à se nourrir à travers leur production, à travers leur capacité de productivité. Ce n'est pas à encourager le fainéantisme. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a plusieurs projets où il n'y a eu que des dons. On donne et puis la population ne sait pas comment ils ont reçu. L'essentiel des activités à exécuter se résume à l'assainissement des artères et lieux publics. Pour atteindre l'objectif visé, le projet mandate le réseau Afrique Jeunesse de Guinée pour informer et sensibiliser les acteurs sur la mise en œuvre de la haute intensité de main-d'œuvre dans leur localité. C'est un projet pilote et qui vise non seulement à augmenter le revenu des personnes pauvres, des personnes démunies, mais également à régler un problème, disons, crucial, celui de l'insalubrité. À l'issue d'une sélection, 150 personnes seront retenues pour les travaux d'assainissement du lundi au vendredi de 8h à 13h. La prime journalière sera de 35 000 francs guinéens avec un paiement hebdomadaire durant le délai d'exécution du projet. Activité du Premier ministre dans la lutte contre Ebola. Mohamed Saïd Fofana tente de briser les barrières de la réticence à Forêt-Karia. Il a sensibilisé la jeunesse de la localité sur l'importance des mesures de prévention. Le point avec Adi Kamara. Ici, à Dembaya, dans la sous-préfecture de Kalia, préfecture de Forêt-Karia, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a commencé ses activités par se faire pulvériser devant cette population qui reste réticente face à la gestion des cas de maladies liés au virus Ebola. Dans son intervention, Mohamed Saïd Fofana, sans détour, a expliqué en langue du terroir toutes les conséquences liées à cette réticence, ce qui a permis à cette population de cerner tous les contours liés à cette épidémie.
Celui qui a peur de quelque chose, il n'est pas facile de le convaincre. Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés avec l'arrivée du Premier ministre Dimbaya par rapport à la gestion des cas de maladies liées à Ebola. À Beta, tout comme à Senkiné, le Premier ministre Fofana et les techniciens de la santé de Forêt-Karia sont parvenus à convaincre les populations à travers des stratégies de communication très pratiques et accessibles. Là où nous sommes comme ça, Beta, ça a été un des foyers de résistance. Heureusement, avec l'arrivée du Premier ministre et M. Makanera, le ministre de la Communication, on a pu prendre 2 malades qui étaient vraiment presque dans la clandestinité et on les a envoyés au CT via Conakry pour le traitement. Quand nous avons pris connaissance de la cartographie des résistances, Forêt-Karia posait des problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que le message du Premier ministre était de bons messages, mais aussi ça a été accepté par la population. Nous sommes là pour faire en sorte que la chaîne de contamination à Forêt-Karia soit rapidement vaincue dans les 5 premiers jours qui doivent arriver. Avant de quitter Forêt-Karia, le Premier ministre Fofana a rencontré les responsables locaux, la délégation des îles de Kabak, celle de Pamelap, composée de jeunes et de femmes, ainsi que les membres de la coordination préfectorale de Forêt-Karia. Je pars d'ici satisfait des réponses que j'ai trouvées. Non seulement les populations de Pamelap qui étaient réticentes il y a longtemps à l'idée de l'installation d'un centre de santé communautaire, ils sont venus d'eux-mêmes depuis Pamelap pour présenter leurs excuses et demander pardon au gouvernement et dire qu'ils acceptent qu'on aille ériger un centre de santé. Ce qui est donc une réussite pour nous. Et nous sommes passés dans tous les villages où des cas ont été signalés. Tous ces villageois ont accepté à partir d'aujourd'hui de composer. Et je suis certain que d'ici quelques jours, la situation va être complètement renversée pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'acceptation des populations et leur collaboration pour la riposte contre Ebola. De Pamela à Senkiné en passant par Beta et Dembaya, les populations ont compris les messages de sensibilisation véhiculés par le Premier ministre chef du gouvernement. Une mission gouvernementale d'évaluation et de sensibilisation sur le virus Ebola était dans la préfecture de Boké, conduite par le ministre des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansane. La délégation a échangé avec les populations sur les mesures de prévention contre la maladie. Les citoyens se disent déterminés à vaincre Ebola. Sekou Fernand Kourma, compte rendu. Rien que des actes pour freiner la propagation du virus Ebola. Cela se traduit par une sensibilisation et l'observation des mesures d'hygiène. C'est dans ce contexte que le ministre des Mines et de la Géologie s'est rendu dans la région administrative de Boké. Kerfala Yansane a transmis le message de soutien du chef de l'État aux populations dans cette épreuve de lutte contre Ebola. Il a ensuite évalué les dispositions sanitaires prises. Les choses se sont nettement améliorées. Il y a une meilleure coopération entre la coordination nationale et les structures sanitaires régionales et préfectorales. Comme ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, l'assistance apportée par les compagnies de la place, dont CBG, GAC et l'Agence nationale Nalaïm, mais également les structures internationales comme l'OMS ou les Américains. Cette assistance-là, également, est en train de prendre forme. On a un peu plus confiance que la zone minière de Kamsar est suffisamment sécurisée. Depuis l'apparition d'Ebola, un seul cas a transité par l'hôpital de Kamsar. Et lorsque un cas suspect est constaté dans la région, les spécialistes en sont informés. Dans la région de Boké, la préfecture de Bofa a eu 26 cas, 16 décès. Mais au moment où je vous parle, il y a plus de 60 jours, il n'y a plus de cas. Pour les donateurs dont les actions contribuent à sauver des vies, la lutte doit continuer. La CBG, naturellement, est le fleuron des entreprises minières actuellement. Donc il était du devoir de l'ANAIM en tant que propriétaire des infrastructures de mettre tout en œuvre en vue d'assister la préfecture de Boké, celle de Kamsa, et naturellement Sangaredi. À Boufa, où la mission a pris fin, Kerfala Yansane a informé les populations des comportements à adopter pour éviter la maladie.
Bientôt les États généraux du Conseil national des organisations de la société civile, une assemblée diagnostique pour évaluer les problèmes de la plateforme et proposer des pistes de solutions. L'événement se prépare avec des rencontres d'ONG et antennes régionales. Il est question de donner de nouvelles orientations à la société civile guinéenne. Le point avec Mamadi Gassama. En 2007, la société civile guinéenne a joué un rôle primordial dans la gestion de certaines crises sociales. De nos jours, cette structure ne s'identifie plus aux aspirations des citoyens. Cela s'explique non seulement par un déficit de leadership, mais aussi par un manque de transparence dans la gestion des ressources humaines et financières. Pour inverser cette tendance, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement a initié cette rencontre. On a cru devoir initier le projet d'organisation des États généraux pour que la société civile se retrouve avec toutes les familles d'acteurs pour réfléchir ensemble à travers une autocritique constructive afin de se mettre ensemble tous pour s'inscrire dans la logique d'aider notre pays de manière constructive à avancer. Notre projet s'engage à accompagner la mise en œuvre de ce projet parce qu'on estime qu'il va apporter ou qu'ils vont apporter ces États généraux de la société civile un élément mobilisateur de la société civile qui, de notre point de vue, a un rôle assez important à jouer à terme de renforcement de la cohésion sociale en Guinée, en termes de défense des droits de l'homme en Guinée, en termes aussi de partenaires de l'État et des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre, qui se tient en prélude des États généraux de la société civile guinéenne, devrait aboutir à l'élaboration d'une plateforme susceptible de prendre en compte les différentes préoccupations des populations. C'est une démarche organique, une réflexion donc qui implique toutes les familles d'acteurs, toutes les organisations de la société civile, pour sortir dans le but vraiment d'avoir une société civile très forte qui retrouve ses repères d'antan. Dans les jours à venir, un comité de pilotage sera mis en place. Il aura pour principale mission de réfléchir sur l'organisation très prochaine des États généraux de la société civile guinéenne. Nous sommes le 9 décembre et c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Le thème retenu cette année, lutter contre la corruption pour garantir l'avenir de la jeunesse. Ceci pour attirer l'attention des décideurs sur ce phénomène social, politique et économique qui prend de l'ampleur dans notre pays. Reportage Mohamed Sanko. 145e sur 174. C'est le classement de la Guinée dans la perception de la corruption, publié le 3 décembre 2004 par Transparency International, soit 5 points d'avance par rapport à 2013. Un résultat qui ne fait toutefois pas plaisir aux autorités du pays. D'où la célébration de cette journée axée sur l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Une responsabilité des institutions nationales de poser des exemples, de se montrer exemplaires en termes de conduite et de respect des principes de loi. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a élaboré un projet de loi qui définit les stratégies cohérentes de lutte contre le fléau, ce en collaboration avec les services de sécurité. Nous venons solennellement d'annoncer la transmission ce jour 9 décembre 2014, l'avant-projet de loi anticorruption aux plus hautes autorités de la République, pour toute fin utile. La seconde étape, c'est d'engager le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut simplement appliquer la volonté politique de professeur Alpha Condé. Que ça plaise à quelqu'un ou pas, moi je pense que c'est la meilleure volonté aujourd'hui qui dit que la loi est applicable à tout le monde. C'est le seul mot que moi je cherche dans ce pays aujourd'hui. Qu'on applique la loi à tout le monde. Il faut engager une lutte transversale contre ce fléau, estiment les participants, ce qui nécessite la connaissance des conséquences et surtout des stratégies de lutte. Les participants ont enfin rendu hommage à Mohamed François Falcon, ex-directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance.
Des personnalités guinéennes avaient été décorées lors de la visite d'amitié et de travail du président François Hollande en Guinée. La cérémonie officielle de remise des médailles d'honneur de la République française a eu lieu hier au ministère des Affaires étrangères. Marie-Angélique Bangoura. Au ministère des Affaires étrangères, 4 hauts cadres ont bénéficié de la distinction d'honneur de l'État français. Il s'agit de M. Loun Senifal, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Grand Croix de la Légion d'honneur, de M. Boubacar Diallo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, commandeur de l'Ordre national du mérite, de M. Mohamed Lamine Touré, directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, commandeur de l'Ordre national du mérite, de M. Ibrahim Abba, directeur adjoint du protocole du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, officier de l'Ordre national du mérite. Ils reçoivent ces honneurs suite à leur dévouement dans le travail et dans le renforcement de la coopération franco-guinéenne. Dans le cas de la cérémonie qui nous a rassemblés cet après-midi, elle a une signification très profonde. D'abord parce que le ministère des Affaires étrangères, c'est la porte d'entrée des relations entre la France et la Guinée. Et quand je dis la porte d'entrée, ce n'est pas simplement le seuil, c'est l'endroit où jour après jour se tissent les relations entre nos deux pays, où nous discutons de tout. Officiellement décoré par l'ambassadeur de France, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue le geste de reconnaissance de l'État français. Si nous avons contribué à la réussite de cette visite et aussi au raffermissement des relations entre la France et la Guinée, ce n'est pas seulement au niveau du cabinet, mais c'est l'ensemble des travailleurs, connus ou pas connus, mais qui ont travaillé jour et nuit pour la réussite de cette mission. Mais c'est aussi un encouragement pour nous et pour tous les autres pour dire qu'il faut toujours redoubler d'efforts pour donner encore plus de qualité au travail que nous sommes en train d'accomplir. Au total, 15 cadres guinéens ont été décorés par le président François Hollande le 28 novembre dernier lors de sa visite en Guinée. Les autres cadres doivent recevoir officiellement leur médaille des mains de l'ambassadeur de France en Guinée les jours à venir. Des jeunes Guinéens sortant des écoles professionnelles approfondissent leurs connaissances au Maroc. Au terme de leur formation, ils doivent revenir au Bercail pour participer à la formation des artisans guinéens, une collaboration assurée par le groupe marocain ITCAN. Reportage Saint-Martin Fancinadounou. Faire de l'artisanat un véritable secteur de croissance économique en Guinée reste un défi. Favoriser la formation des artisans en les dotant de savoir-faire devient une priorité des autorités. Dans cette optique, 4 jeunes artisans, membres de l'association Koyang, ont séjourné à Casablanca dans les installations du groupe ITCAN. On a eu des instructions du chef de l'État pour le faire. Et dès qu'on a formulé la demande, leur déplacement a eu beaucoup de succès. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement de ces métiers d'artisanat et qui peuvent on peut aller encore plus loin en améliorant leur savoir-faire. Et demain, la Guinée pourra produire ce qu'elle consomme. C'est très important. Avec le groupe marocain ITCAN, 300 ouvriers guinéens ont participé à la rénovation du palais Mohamed V de Conakry. De la pièce unique à la série, du meuble à l'agencement complet, ces jeunes ont appris des techniques de transformation des ressources naturelles et du sous-sol et ont compris que chaque projet est étudié avec soin et finesse. La formation s'est très très bien passée. Nous sommes là avec le groupe ITCAN pour le mixage de l'artisanat marocain et guinéen, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'artisanat guinéen est très très évolué. Nous avons beaucoup de potentiel, mais seulement les moyens nous manquent. Et le groupe ITCAN met tous les moyens à notre disposition pour nous permettre de nous émanciper. Le groupe ITCAN a un projet pour professionnaliser désormais le métier de l'artisanat guinéen en vue de revaloriser le potentiel naturel du pays. La construction d'un centre d'apprentissage et de formation professionnelle est prévue à Conakry. Les démarches administratives sont en cours pour l'acquisition d'un site. Une fois réalisé, ce centre pourra attirer de nombreux autres jeunes artisans déterminés à valoriser le potentiel local. Demain, 10 décembre, sera célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est une opportunité spéciale de réflexion, de sensibilisation et de mobilisation de tous en faveur des droits de l'homme. Le thème choisi cette année est les droits de l'homme, 365 jours
En prélude de l'événement, le ministre Khalifa Gassama Diaby a fait une déclaration au micro de Makale Souma que je vous invite à suivre. La protection et la promotion des droits de l'homme est et doit être un acte individuel et collectif quotidien. C'est aussi un principe de responsabilité. C'est pourquoi il est important que la lutte pour la protection et la promotion des droits de l'homme soit menée individuellement et collectivement par tous. Cette participation collective et individuelle doit induire une véritable éducation aux droits de l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon département a planifié dans ses actions prioritaires l'introduction des cours des droits de l'homme dans nos institutions d'enseignement. Car l'éducation est nécessaire à notre indispensable processus de transformation socioculturelle et politique. Chers compatriotes, la célébration de cette année se déroule dans un contexte sanitaire particulièrement instable pour notre pays avec la gestion, et cela depuis plus de 8 mois, de l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'apparition de cette maladie est à la base de nouvelles formes de violation des droits de l'homme, notamment celles envers des personnes guéries d'Ebola, dont certains sont victimes de discrimination et de stigmatisation. C'est aussi le lieu d'avoir une pensée solidaire et affectueuse à tous ces enfants orphelins à cause de cette épidémie et qui doivent être soutenus et accompagnés. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, entend rentabiliser le thème de cette année en dédiant chaque mois de l'année 2015 à une problématique spécifique en matière de droits de l'homme. Nous devons, par conséquent, nous inscrire tous, individuellement et collectivement, dans une dynamique de changement profond de nos attitudes sociales, culturelles et politiques, de nos propos et de nos comportements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.